Michel Séauger à Montréal, Vincent Marissal à Montréal et Daniel Lessard à Ottawa. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Premier tour de table sur le premier cabinet de Justin Trudeau. C'est un premier geste important qui sera posé mercredi matin. Je commence avec vous, Michel Séauger. Vos attentes, puis on fera pas, si vous avez des prédictions, allez-y, mais vos attentes pour mercredi, Michel? D'abord, on risque d'avoir un cabinet plus petit, la parité homme-femme, ce qui est un message en soi. C'est pas juste une affaire mathématique, faire ça. Mais ensuite, il faudra voir quels sont les autres équilibres et les autres questions qui doivent être réglées. Par exemple, combien d'anciens députés libéraux on met dans le cabinet, combien de nouveaux. On veut apporter le plus de renouveau possible, c'est normal. En même temps, un député qui est intelligent et qui sait qu'il ne sera pas ministre, c'est quelqu'un qui devient dans notre système très rapidement quelqu'un qu'il faut occuper parce que sinon il va s'occuper lui-même. C'est jamais une bonne idée. On dit par exemple que Pablo Rodriguez, député qui a regagné son siège à la Chambre des communes, ne sera pas ministre selon nos informations. Déception. Il y en aura des déceptions, Vincent, forcément, avec un petit cabinet, là. Oui. S'il est vrai que ce cabinet tourne autour de 2 douzaines, c'est ce qu'on disait à la fin de la campagne chez les libéraux. Il ne savait pas encore à quel point il serait majoritaire, mais je pense que Justin Trudeau veut vraiment s'y tenir, éviter les méga cabinets comme celui de Paul Martin qui était 38 ou 39, puis ça faisait des réunions qui ne finissaient plus, puis finalement, il n'y avait pas de décision qui se prenait. Bernard Landry, en 2003 aussi, on disait souvent que le convoi de limousine faisait quasiment toute la Grande Allée à Québec. Il y avait quelque chose comme 38 ministres aussi. Ça n'a aucun sens. Alors, s'il s'y tient, et puis qu'il y a la parité homme-femme, puis il y a la question régionale au Canada aussi, évidemment, je pense que des députés comme Pablo Rodriguez, qui a malheureusement été élu à Montréal, risquent de souffrir. Par contre, est-ce que Mélanie Joly serait ministre junior? C'était dans les cartons, en tout cas vers la fin de la campagne. Mais Justin Trudeau, c'est compliqué, puis ça ne l'est pas en même temps. Il y a beaucoup d'arbitrage à faire. Et à la fin, il y a probablement autour de 160 de ces députés qui seront pas ministres, de toute évidence. Mais il s'est mis tellement de balises, la parité. Évidemment, il y a les balises régionales au Canada, on y échappe jamais. Et puis, il y a la balise de l'expérience aussi. Alors, c'est compliqué et ça ne l'est pas en même temps. Il peut facilement faire des choix puis expliquer aux déçus, bon, mais écoutez, il y aura probablement une prochaine fois, là, vous venez d'être élu. Puis il veut se démarquer aussi, Daniel, comme par exemple, on parlait de Stéphane Dion tout à l'heure, plus haut dans l'émission. Beaucoup de gens parient, et il y a des informations qui vont dans ce sens-là, qu'il ne sera pas nommé à l'environnement parce que justement, Justin Trudeau veut se démarquer. Oui. Si vous me permettez une comparaison peut-être boiteuse un peu, Patrice, mais en 1980, quand son père a formé son dernier cabinet, il n'avait aucun député, si je me souviens bien, élu à l'ouest de Winnipeg. Il avait fait appel à 2 vieux sénateurs, Bud Olson et Zon Argue, pour combler ces postes-là. Justin Trudeau n'a pas ce problème-là. Il a le luxe d'avoir de bons candidats, de bons députés élus dans toutes les régions du pays. Il y a des gens qui disaient ces jours-ci, puis bon, c'est peut-être exagéré un peu, mais il y a du matériel pour faire 2 bons cabinets. Il n'en fera pas 2, il va en faire un seul, 24, 26, 28, on verra mercredi. Sauf que il y a une latitude très grande, mais il y a aussi une latitude très grande, comme le disait Vincent, pour faire de la peine à bien des gens. Et ça, il n'y a pas beaucoup de prix de consolation à donner ces gens-là. Des présidences de comité, c'est bon, ça vous occupe pendant plusieurs semaines, mais c'est pas un gros cadeau de Noël. Et il a les coups des franches, hein? On s'entend là-dessus. Absolument. Rapidement. Il peut faire ce qu'il veut. Il doit rien à personne, là. Absolument. Et il y a certains députés qui auraient été élus sans Justin Trudeau, mais il y en a une très, très grosse partie qui ont été élus parce que c'était Justin Trudeau, parce qu'il a fait une excellente campagne. Il n'y a pas grand monde qui peut dire Justin Trudeau m'en doit une. Exactement. Passons aux conservateurs une seconde. Je veux vous entendre. Denis Lebel, qui veut être co-chef du Parti conservateur pour exprimer la voix québécoise. On rappelle qu'il y a plus de députés conservateurs qu'il y en avait avant l'élection. Il y a eu une progression au Québec. Ça ressemble à quoi ce qui se passe, Vincent, chez les conservateurs actuellement? Bien, ça se bouscule au portillon, en tout cas, pour prendre la direction intérimaire, il va sans dire, du parti. Pendant ce temps-là, bon, la vraie course se prépare, là, notamment un certain Jason Kenney qui, de toute évidence, a déjà une certaine longueur d'avance. Alors, il faudra quand même nommer quelqu'un assez bientôt pour assurer la cohésion et puis ensuite le travail aux communes. Cette idée de co-chef ou de direction bicéphale, elle a été lancée en fin de semaine par Denis Lebel, oui, député du Québec, et sa collègue Michelle Rampell, qui est de Calgary. Bon, elle parle pas français, lui, évidemment, parle français. Alors, on rejoint aussi là, ce qu'on appelle souvent les 2 solitudes. C'est une idée, ma foi, créative, mais peut-être un peu difficile à faire fonctionner là, dans le quotidien là, de la Chambre des communes.
On se rappelle, par exemple, à Québec solidaire, qui n'était pas du tout dans la même situation, là, mais qui avait toujours ces deux chefs, ces deux porte-paroles. Là, ça devient un peu difficile. Normalement, dans notre système politique, ça prend un chef, parce que c'est déjà assez compliqué, là, surtout de gérer ou de contrôler un caucus, normalement. Et puis ensuite, à la période des questions, comment on fait? Un coup Denis Lebel, un coup Mme Rampell. Mais ça montre pas aussi qu'il n'y a personne qui incarne les deux aspects, la frange québécoise et le reste du Canada. Ça montre que personne ne peut incarner rapidement, comme le faisait M. Mulroney, comme l'a fait M. Harper quand même en faisant l'union des deux partis. Daniel? Il y aurait Jason Kenney, mais bon, pour les raisons que vous connaissez, il ne peut pas se retrouver dans ce poste-là. Et pour ce qui est du duo Lebel-Rumpel, moi, j'ai toujours beaucoup de problèmes avec ce genre de duo-là parce que ça finit par ressembler à l'anglophone qui dirige le parti et le francophone qui est le porte-parole de service. C'est toujours très dangereux, cette approche-là. D'autres considérations, et c'est tout à fait anecdotique, tout à fait trivial, si vous voulez, qui va habiter à Stornoway? Le vrai chef ou le demi-chef? Peut-être les deux. Se le partager. Qu'est-ce qu'ils font avec la prime de 80 000 qui vient avec le poste? Il la divise en deux. Écoutez, c'est pas fait. Pas la bonne solution. C'est pas fait. Michel Sauger, je veux vous entendre sur une histoire. Là, je veux pas Daniel, vous insulter, mais disons qu'à Ottawa, il y a moins... Quoique, c'est vrai qu'il y en a plus des bouchons. Il y en a plus le matin, des bouchons sur la 417, entre autres. Mais il y a eu une étude pour faire face aux bouchons dans les grandes villes canadiennes. Et l'étude conclut par des économistes, ça prend des péages, comme à Londres. Michel Sauger, vous avez peut-être entendu le ministre tout à l'heure sur notre plateau, il veut rien savoir de ça à court terme, des péages. Là. On n'est pas très surpris que M. Politi ne veuille rien savoir de ça à court terme. Écoutez, le problème, c'est qu'à un moment donné, il va falloir faire quelque chose, mais un politicien dont l'horizon est bien sûr de 4 ans va toujours dire, moi, si je veux me faire réélire dans 4 ans, c'est pas moi qui va avoir mon nom sur ces péages-là. Alors, on a un problème, mais la réalité, c'est que l'argent qu'on perd en congestion commence à être un problème réel. J'étais à Québec en fin de semaine. Essayez de traverser Québec à l'heure de pointe, Patrice, vous allez voir, c'est presque pire qu'à Montréal. C'est presque rendu comme ça. Alors, il y a des problèmes de ce type-là partout et il va falloir commencer à regarder des solutions. Puis les solutions, c'est pas juste une petite voie réservée pour les autobus, là. Il va falloir regarder quelque chose de plus global que ça. Et ça se fait, bon, à New York, il faut payer pour rentrer à Manhattan, mais c'est pas beaucoup la norme en Amérique, là. C'est plus en Europe, Michel. Oui, Vincent, pardon. Non, mais c'est pas beaucoup la norme. Et puis l'idée du péage Pont-Champlain ou ailleurs dans la grande région de Montréal a fortement reculé le 19 octobre dernier avec l'élection de M. Trudeau. Lui, comme le NPD, d'ailleurs, s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas de péage sur le nouveau Pont-Champlain. Ça semble être une décision ferme. Reviendra-t-il plus tard, peut-être, avec un plan plus général, plus large, avec, par exemple, son programme d'infrastructure, qu'il veut ambitieux, peut-être avec des programmes de transport en commun auxquels on pourrait greffer quelques péages. Mais pour le moment, c'est certain que Justin Trudeau, qui a des députés à Montréal et des deux côtés du fleuve, d'ailleurs, reviendra certainement pas sur sa promesse de ne pas imposer de péage. Alors, l'idée, en ce moment, elle est théoriquement débattable. Et puis, je pense que ces chercheurs, aujourd'hui, amènent de l'eau au moulin. Mais pour ce qui est du nouveau pont Champlain, en tout cas, l'idée a fortement reculé pour le moment. Non, puis Daniel, il y a pas remarque, il y a des gros projets, je disais à Ottawa, il y a des gros projets de train à Ottawa actuellement, mais il n'y a pas un politicien qui veut lever la main en disant on va créer des péages métropolitains. Le dernier, c'est Gérald Tremblay ici. Oui, écoutez, c'est pas même en dehors d'une campagne électorale, c'est pas une solution très attirante. Sauf que il y a la congestion, c'est un aspect extrêmement important, mais il y a aussi le vieillissement des infrastructures qu'il va falloir réparer. Ça va vous coûter des fortunes. Je suis allé beaucoup aux États-Unis depuis 2 ans, basketball oblige, et on paye partout sur n'importe quel petit bout de route. On finit par payer quelques sous, donc. En bout de piste, est-ce que c'est pas la solution incontournable? Est-ce que, de toute façon, ils n'auront pas le choix de le faire dans 2, 5, 10 ans? Voilà, la question est lancée. Le basketball, vous n'êtes pas mis au basketball, Daniel? Non, c'est mon fils, rassurez-vous. Très bien, messieurs. Il a beaucoup plus de talent que moi. C'est toujours un plaisir. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.